la disparition d'Alexandra M. et le mystère d'Iwona Wieczorek. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux affaires criminelles non résolues. Aujourd'hui, nous allons aborder une affaire polonaise. C'est quelque chose que j'évite habituellement pour des raisons de sécurité personnelle, mais qui mérite une attention particulière. Nous allons explorer la tragique disparition d'Alexandra M. C'est originaire de Łódź, et nous tracerons des parallèles avec l'une des plus grandes énigmes criminelles en Pologne de ces 20 dernières années, l'affaire Iwona Wieczorek. Le 16 juillet prochain marquera les 13 ans de la disparition d'Iwona, une affaire qui continue de mobiliser des milliers de personnes à travers la Pologne et qui suscite d'intenses débats et théories. Pour ceux qui souhaitent comprendre cette enquête en profondeur, je recommande vivement la série documentaire en 3 épisodes intitulée « L'affaire Iwona Wieczorek », disponible sur la plateforme Viaplay. La série présente des analyses détaillées de cette nuit fatidique, ainsi que des entretiens exclusifs avec des personnes impliquées dans l'affaire, dont Alina Wieczorek, la mère d'Iwona, le détective Krzysztof Rutkowski, le commissaire Marek Siewert du département des homicides, le directeur Marek Dijach du bureau criminel de la police centrale, l'avocate Ewa Gruza, ainsi que la veuve du célèbre journaliste d'investigation Janusz Szostak. Ce documentaire représente à ce jour l'analyse la plus complète et la plus détaillée de l'enquête entourant cette mystérieuse disparition. Juste une petite pause. Si vous êtes passionné par les mystères profonds et les analyses criminelles détaillées, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune enquête future. Activez la cloche pour être le premier à savoir quand une nouvelle affaire sera analysée. Nous comptons sur votre soutien. Maintenant, revenons à l'affaire. Restez concentrés. La disparition, 26 mai 2015. Alexandra était une étudiante exemplaire de 25 ans, en 5e année de pharmacie à l'université de médecine de Łódź. Elle était sur le point de terminer ses études, avec la soutenance de son mémoire de maîtrise prévu pour le 24 juin, soit moins d'1 mois après sa disparition. C'était une jeune femme à l'avenir brillant, passionnée par la pharmacie et qui rêvait de travailler dans une pharmacie hospitalière où elle pourrait réellement faire une différence dans la vie des patients. Elle résidait dans un appartement situé à l'angle de l'avenue Edwarda Rydza-Śmigłego et de la rue Przybyszewskiego, dans un immeuble résidentiel de Łódź. Elle y vivait avec son petit ami Mateusz, diplômé en histoire, avec qui elle était en couple depuis 4 ans et demi. Selon tous leurs amis proches, ils étaient profondément amoureux et planifiaient un avenir commun. Les gens qui les connaissaient disaient qu'Alexandra et Mateusz étaient inséparables et ne pouvaient imaginer leur vie l'un sans l'autre. Mateusz prévoyait même de la demander en mariage pendant les vacances d'été qu'ils devaient passer ensemble dans les montagnes Bieszczady. Le 26 mai 2015 était la fête des mères en Pologne, une date que la famille Maliszewska n'oubliera jamais. Alina, la mère d'Alexandra, a commencé à s'inquiéter lorsque sa fille n'a pas appelé pour le lui souhaiter, ce qui était totalement inhabituel pour la jeune femme, toujours extrêmement attentionnée et n'oubliant jamais les dates importantes, surtout lorsqu'il s'agissait de sa famille. Les tentatives de contact ont échoué et le téléphone d'Alexandra restait muet, éteint ou hors de la zone de couverture. La routine de ce jour-là. La matinée a commencé normalement. Mateusz est parti travailler vers 8h20, laissant Alexandra à la maison. Il est certain qu'elle était dans l'appartement à ce moment-là. Des journaux d'activité sur son ordinateur personnel indiquent qu'elle y a accédé pour la dernière fois à 12h40, ce qui suggère fortement qu'elle est restée chez elle au moins jusqu'à midi. Quand son petit ami est rentré du travail dans l'après-midi, l'appartement était vide. Un détail crucial est apparu lors de l'enquête. Vers 11h ce matin-là, Alexandra a été vue pour la dernière fois dans un petit kiosque à journaux situé à quelques dizaines de mètres de son immeuble, près du croisement de l'avenue Rydza-Śmigłego et de la rue Przybyszewskiego. La vendeuse a rapporté un détail intrigant. Alexandra a tenté de payer avec un billet de 100 złoty, mais l'employé n'avait pas assez de monnaie. Elle a demandé à la jeune femme d'aller faire de la monnaie dans un magasin voisin. La vendeuse a vu Alexandra s'éloigner, en direction de son immeuble, portant les achats qu'elle venait de faire. Chose curieuse, ces achats n'ont jamais été retrouvés dans l'appartement. Ce fut la dernière fois qu'Alexandra Maliszewska a été vue vivante de manière confirmée et vérifiable. Au début, Mateusz a supposé qu'elle était sortie pour une raison ou une autre, peut-être rencontrer une amie ou régler quelque chose en lien avec l'université. Cependant, au fil des heures et à l'approche de la nuit, l'inquiétude a considérablement augmenté. Il a tenté de contacter tous les amis proches qu'elle aurait pu visiter, mais personne n'avait parlé à Alexandra.
Alarmé, il a commencé ses propres recherches. Il a appelé méthodiquement tous les hôpitaux de Łódź craignant un accident, demandant si une jeune femme correspondante au signalement d'Alexandra avait été admise aux urgences. Tous les hôpitaux ont répondu négativement. Lorsque toutes ses recherches personnelles ont totalement échoué, tard dans la nuit, il a finalement signalé officiellement sa disparition au 6e commissariat de police de Widzew. Signalement de la disparue. Alexandra mesurait environ 1,70. Certaines sources mentionnent 1,68. Était de corpulence moyenne, avait les cheveux bruns et lisses lui arrivant sous les épaules et les yeux marrons. Le jour de sa disparition, des témoins et la dernière personne à l'avoir vue ont confirmé qu'elle portait une fine veste en cuir véritable de couleur noire, un jean de teinte claire, des baskets de couleur vive, décrites comme rose vif, bordeaux ou rouge vif, avec une semelle blanche. Elle portait un petit sac à main en cuir de couleur beige. Comme accessoire personnel, elle portait également un délicat collier en or avec un pendentif en forme de cœur et une montre classique avec un bracelet gris. Ces détails se révéleraient cruciaux pour l'identification ultérieure. L'enquête initiale. La mobilisation a été immédiate et intense. Des affiches avec la photo d'Alexandra ont été distribuées dans toute la ville par ses camarades d'université profondément inquiets. Les affiches contenaient sa photo, son signalement détaillé, les vêtements qu'elle portait et des numéros de téléphone pour contacter les personnes disposant d'informations. Elles ont été placardées sur les poteaux, les abribus, dans les magasins, les universités et dans pratiquement tous les lieux publics à forte fréquentation de la ville. La mobilisation a été impressionnante et témoignait à quel point Alexandra était appréciée par ses pairs. La famille et son petit ami se sont engagés intensément dans les recherches, vivant des jours d'angoisse et d'espoir alternés. Les parents d'Alexandra, résidant à Varsovie et complètement désespérés par la disparition de leur fille, ont immédiatement sollicité l'aide du célèbre détective privé Krzysztof Rutkowski. Ce détective est une figure bien connue en Pologne pour son implication dans des affaires très médiatisées et son dévouement inlassable aux cas de personnes disparues. Profil psychologique. Selon sa mère, Alina, Alexandra avait toujours été extrêmement responsable, calme et équilibrée émotionnellement. Elle n'avait jamais fugué de chez elle de toute sa vie et entretenait une excellente communication avec sa famille. Elles entretenaient une relation exceptionnellement proche. Mère et fille partageaient leurs rêves, leurs peurs et leurs inquiétudes. Dans les semaines précédant sa disparition, il n'y avait eu aucun changement de comportement inquiétant qui aurait pu servir de signal d'alarme. Alexandra fréquentait principalement son cercle d'amis proches, n'était pas particulièrement fan des discothèques ou des grandes fêtes et avait une routine bien établie. Tous ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une jeune femme, avec des projets concrets et ambitieux pour l'avenir, sans absolument aucune raison apparente de disparaître volontairement. Le seul facteur de stress identifié était la soutenance de son mémoire de maîtrise, prévu pour le 24 juin. Alexandra avait déjà terminé la partie théorique de son travail avec brio, mais elle était particulièrement anxieuse et préoccupée par la partie pratique de la présentation. Elle était connue pour être perfectionniste et extrêmement exigeante envers elle-même. Ses parents essayaient constamment de la rassurer, lui disant que sa vie n'en dépendait pas, qu'elle était compétente et qu'elle s'en sortirait bien, mais Alexandra était particulièrement ambitieuse et prenait très au sérieux toute possibilité d'échec. C'était la seule explication concevable pour une éventuelle fugue volontaire, bien que la famille jugeait ce scénario extrêmement improbable, compte tenu de son caractère et de sa personnalité. Fait intéressant, le détective Rutkowski a mentionné lors d'une conférence de presse ultérieure que, dans le dernier mois avant la disparition, la relation entre Alexandra et Mateusz avait traversé une période de refroidissement. Mais il a admis lui-même ne pas savoir si cela pouvait avoir un lien réel avec la disparition. Action de la police et conférence de presse. Le détective Krzysztof Rutkowski a été officiellement appelé pour aider dans l'affaire. Le vendredi 29 mai, 3 jours seulement après la disparition, il a convoqué une conférence de presse à 13h dans la salle de conférence du restaurant Spatif, situé Aleja Kościuszki 33-35 à Łódź. L'objectif était de mobiliser les médias et, par conséquent, l'ensemble de la population dans la recherche d'Alexandra. Alina Maliszewska, la mère dévastée d'Alexandra, ainsi que Mateusz, son petit ami, étaient présents lors de cette conférence chargée d'émotions. Le détective Rutkowski a lancé un appel direct et touchant. « Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Ola.
C'est pourquoi je lance un appel pour qu'elle nous contacte, afin de mettre fin au cauchemar que vivent ses parents. Il a évoqué des hypothèses plus sombres qui devaient être envisagées. Homicide, suicide ou enlèvement par des individus perturbés qui auraient pu la retenir captive. Une équipe de la police scientifique a minutieusement examiné l'appartement qu'Alexandra partageait avec Mateusz. Aucun signe d'effraction, de pillage ou de lutte n'a été trouvé dans l'appartement, indiquant qu'Alexandra était partie volontairement, de son plein gré. Toutes les preuves convergeaient vers cette conclusion. Son téléphone était éteint depuis son départ, et il n'y avait aucun signe de préparation pour une fugue prolongée. Aucun vêtement ne manquait à part ceux qu'elle portait. Aucune somme d'argent importante n'avait été retirée. Les enquêtes policières se sont déployées sur plusieurs fronts. Vérification systématique des registres hospitaliers dans toute la ville. Analyse méticuleuse des caméras de surveillance industrielle de la région. Recherche avec des chiens renifleurs spécialement dressés dans le quartier résidentiel et dans le parc Podolski adjacent. Entretiens approfondis avec les amis, les camarades d'université et toute personne susceptible de fournir des informations. Malheureusement, toutes ces premières mesures n'ont produit aucun résultat concluant ou concret. Fausses pistes et déluge d'informations. Après la large diffusion de l'affaire dans les médias locaux et régionaux, la police et le bureau de Rutkowski ont commencé à recevoir de nombreux signalements de possibles apparitions d'Alexandra. Chacune de ces pistes, sans exception, a été méticuleusement vérifiée par les policiers dédiés à l'affaire. La police a reçu de nombreux signalements dans divers endroits de Łódź et de ses environs. L'un des cas les plus intrigants concernait une femme qui a contacté la police, totalement convaincue. Elle a affirmé catégoriquement avoir vu Alexandra et même l'avoir prise en autostop, la jeune femme se rendant supposément à un rendez-vous avec un homme qui l'attendait à un endroit précis. La police a pris ce témoignage très au sérieux et a localisé à la fois la supposée Alexandra et l'homme mentionné par le témoin. Malheureusement, il s'agissait d'une toute autre personne, bien que les enquêteurs aient admis que la ressemblance physique prêtait vraiment à confusion et que l'erreur du témoin était compréhensible. Il y a eu des signalements dans plusieurs autres endroits, y compris dans les rues Traktorova et Alexandrovska, dans le quartier de Teofilov, où elle aurait été vue entrant dans un supermarché. Cependant, l'enquête minutieuse de ce signalement et d'autres ne s'est pas confirmée. Toutes ces pistes, l'une après l'autre, se sont révélées être des impasses frustrantes, mais chacune devait être examinée, car n'importe laquelle aurait pu être la pièce manquante du puzzle. Intensification des recherches. Le 2 juin 2015, une semaine après la disparition, les autorités ont décidé de rehausser considérablement le niveau de l'enquête. Une équipe spéciale composée de 5 enquêteurs expérimentés du service criminel, tous dotés de nombreuses années de service et d'une expertise avérée dans les affaires complexes et difficiles, a été formée. Cette équipe a officiellement repris l'affaire, qui était jusqu'alors menée par les policiers du 6e commissariat de Widzew. Ce changement organisationnel signalait clairement que l'affaire était prise au plus haut niveau de sérieux par les autorités. Feuille des points d'eau. Le même jour, le 2 juin, une opération de recherche à grande échelle a été organisée. L'opération a impliqué des policiers expérimentés, des pompiers dotés d'équipements de plongée spécialisés et l'équipe complète du détective Krzysztof Rutkowski. L'accent a d'abord été mis sur un étang situé dans la rue Przędzalniana. L'opération s'est déroulée par étapes méthodiques. D'abord, des pompiers en canot pneumatique ont méticuleusement parcouru toute l'étendue de l'étang, vérifiant si un objet ou un corps flottait ou était visible juste sous la surface. Lorsque le balayage de surface n'a rien révélé, des plongeurs professionnels équipés de combinaisons et de matériel complet sont descendus pour explorer le fond de l'étang. Ils ont vérifié chaque section sous-marine, cherchant systématiquement le moindre signe d'Alexandra. Le résultat fut négatif. Rien n'a été trouvé. 2 jours plus tard, le 4 juin, une opération similaire et tout aussi méticuleuse a été menée dans un autre lieu jugé pertinent. Une équipe spéciale de la police s'est rendue au parc Nad Jasieniem, sur le Jasień. Pendant que les plongeurs examinaient attentivement le fond de l'étang local, d'autres officiers ratissaient les berges et les zones adjacentes du parc, vérifiant la végétation dense et les éventuels lieux de dissimulation. Une fois de plus, de manière frustrante, absolument rien lié à la disparition n'a été trouvé. Des recherches supplémentaires et approfondies ont couvert de multiples localisations. Des équipes cynophiles, avec chiens, ont systématiquement parcouru les jardins communautaires de la rue Milionova. Les terrains situés entre ces jardins communautaires et la zone industrielle de Widzew ont été ratissés mètre par mètre.
Les collaborateurs de Krzysztof Rutkowski ont personnellement inspecté des dizaines de bouches d'égout et d'accès au système d'assainissement à proximité de la résidence d'Alexandra. Des policiers de la brigade de prévention ont fouillé méticuleusement les jardins communautaires voisins, vérifiant chaque cabane, chaque recoin où quelqu'un aurait pu se cacher ou où un corps aurait pu être abandonné. La police a également établi une coopération avec les employés de la compagnie de transport municipale et avec le service de sécurité ferroviaire, demandant l'accès au registre complet et aux images des caméras de sécurité. L'objectif était de vérifier si Alexandra avait utilisé le tramway, le bus ou le train après sa disparition. Ce fut un autre effort exhaustif qui n'a pas produit de résultats concrets. Le détective Rutkowski a publiquement offert une récompense significative de 10 000 złoty pour toute information menant à une avancée décisive dans l'affaire. Ce montant, important pour les normes polonaises de l'époque, visait clairement à motiver les témoins qui auraient pu voir quelque chose de pertinent, mais hésitaient à se présenter aux autorités. La découverte tragique, 17 juin 2015. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la disparition. L'espoir de la famille s'amenuisait lentement chaque jour, mais il refusait catégoriquement d'abandonner les recherches. Le jeudi matin 17 juin 2015 à 10h, des ouvriers d'une entreprise engagée pour l'élagage d'arbres travaillaient dans une zone industrielle reculée de Widzew, près de la rue Techniczna. Ils coupèrent des branches qui poussaient dangereusement près des lignes à haute tension lorsqu'ils ont soudainement senti une odeur extrêmement forte et désagréable. Une odeur incomparable qu'ils ont immédiatement reconnue. Suivant l'intensité croissante de l'odeur nauséabonde, ils se sont approchés d'une zone densément boisée. Là, appuyés contre le tronc d'un arbre en position assise, ils ont trouvé le corps d'une jeune femme. L'endroit exact était une zone profondément isolée, située à plus d'un demi-kilomètre de la route de gravier la plus proche, qui commençait elle-même à la rue Techniczna 20. C'était un lieu extrêmement reculé, peu fréquenté, complètement caché à la vue de tout passant occasionnel. Les ouvriers, suffisamment expérimentés pour reconnaître la gravité de la situation, ont immédiatement arrêté leur travail et ont alerté les autorités. L'enquête médico-légale. Une équipe d'enquête complète a été dépêchée d'urgence sur les lieux. Des policiers expérimentés, un procureur désigné pour l'affaire et un médecin légiste. La police a immédiatement bouclé toute la zone, la transformant en scène de crime protégé. Le corps était dans un état de décomposition avancé en raison des 3 semaines d'exposition aux éléments, rendant l'identification visuelle totalement impossible. Cependant, plusieurs éléments cruciaux trouvés sur les lieux pointaient sans équivoque vers Alexandra Maliszewska, des éléments vestimentaires qui correspondaient exactement au signalement détaillé fourni dans le rapport officiel de disparition. La veste en cuir noir, le jean clair, les baskets distinctives de couleur vive. Les bijoux qu'Alexandra portait le jour de sa disparition, y compris le collier en or caractéristique avec un pendentif en forme de cœur, étaient présents. Un sac a été trouvé, contenant des objets personnels et des documents d'identité, au nom d'Alexandra Maliszewska. Près du corps ont été trouvés des objets qui soulèveraient des questions importantes. Un couteau, instrument tranchant, une bouteille en plastique partiellement remplie d'un liquide de composition inconnue, un gobelet, un sac à dos avec des effets personnels. La position spécifique du corps et la présence du couteau à proximité immédiate suggéraient fortement la possibilité d'un suicide. Le corps était en position assise, appuyé contre le tronc d'un arbre, dans une posture qui semblait délibérée. Le couteau était situé juste à côté des restes. Cependant, en raison de l'état de décomposition avancé des tissus mous, il était impossible à ce moment-là de déterminer la cause exacte du décès sur la base du simple examen visuel de la scène. Fait crucial, aucun signe visible ou perceptible de la présence d'autres personnes n'a été identifié sur les lieux. Il n'y avait pas d'empreinte de pas autre que celle qui semblait avoir été laissée par la victime elle-même. Aucun signe évident de lutte ou de confrontation physique. Aucune preuve que le corps ait été traîné ou transporté jusqu'à cet endroit par des tiers. Le procureur Krzysztof Kopania, officiellement en charge de l'affaire, a déclaré avec la prudence qui s'imposait: la position du corps semble suggérer que la mort pourrait avoir un caractère suicidaire. Des conclusions plus définitives en ce sens ne seront toutefois possibles qu'après la réalisation complète de l'autopsie médico-légale et des examens complémentaires. L'autopsie menée par un médecin légiste expérimenté n'a révélé aucune fracture osseuse ou traumatisme physique indiquant une agression externe ou la violence d'un tiers. Selon le médecin légiste,
En se basant sur l'état de décomposition du corps et d'autres facteurs taphonomiques, l'étude de la décomposition des organismes, la mort est probablement survenue le jour même de la disparition, le 26 mai 2015. Cela signifierait qu'Alexandra est décédée le jour même de sa disparition et que son corps est resté dans cet endroit extrêmement reculé pendant environ 3 semaines avant d'être découvert accidentellement par les ouvriers. Cependant, la détermination précise de la cause du décès n'a pas été possible par l'autopsie conventionnelle en raison de l'état de décomposition avancé. Le parquet, cherchant toutes les réponses possibles, a ordonné une batterie complète d'examens toxicologiques supplémentaires et spécialisés. Les échantillons biologiques ont été envoyés à la fois à l'Institut de médecine légale de Łódź et au renommé Institut de recherche médico-légale de Cracovie, connu pour son expertise dans les cas complexes. Des analyses en laboratoire ont également été spécifiquement demandées pour déterminer la nature exacte et la composition chimique du liquide contenu dans la bouteille en plastique trouvée sur les lieux. La confirmation définitive de l'identité a été obtenue par analyse ADN, car l'état du corps empêchait la reconnaissance visuelle par la famille. La procédure standard dans ces circonstances douloureuses est l'analyse génétique. Des échantillons ont été prélevés et envoyés pour analyse ADN. Le résultat a confirmé ce que tous craignaient déjà au fond de leur cœur. Les restes mortels étaient sans équivoque ceux d'Alexandra Maliszewska. Il est impossible de décrire la douleur dévastatrice que la famille a ressentie. Pendant 3 semaines angoissantes, ils ont vécu dans une incertitude torturante, oscillant constamment entre un espoir désespéré et un désespoir absolu. Désormais, cette incertitude avait été remplacée par une certitude terrible et définitive qui changerait leur vie à jamais. Comparaison avec l'affaire Iwona Wieczorek. Pour contextualiser adéquatement l'ampleur de ce problème social, il est important de comprendre les chiffres alarmants. En Pologne, en moyenne 31 disparitions sont signalées quotidiennement à la police, ce qui représente plus de 11 000 cas par an. La grande majorité est heureusement résolue rapidement, des malentendus familiaux, des parents inquiets qui n'arrivent pas à joindre temporairement leurs enfants adultes ou des situations qui s'éclaircissent en quelques heures. Mais il y a des cas véritablement tragiques ou qui se transforment en enquêtes qui durent des années sans résolution. Environ 3000 personnes disparaissent définitivement chaque année à la suite directe de crimes, homicides, enlèvements, suicides et autres incidents criminels graves. Actuellement, 2418 personnes sont officiellement portées disparues dans le système national d'information de la police polonaise, des cas qui restent activement non résolus, représentant des milliers de familles vivant dans les limbes douloureux de l'incertitude. La nuit du 16 juillet 2010, Iwona Wieczorek n'avait que 19 ans lorsqu'elle a disparu lors d'une nuit d'été à Sopot, une ville balnéaire touristique de la région connue sous le nom de Tricité, Troje Miasto, qui inclut les villes de Gdańsk, Gdynia et Sopot. À 22h30 cette nuit fatidique, Iwona et sa meilleure amie Adria, alors âgée de 17 ans seulement, sont sorties ensemble. Elles ont été rejointes par 3 jeunes hommes de leur groupe d'amis, Paweł, Marek et un autre Adrian. Le groupe a quitté Gdańsk pour se rendre dans les célèbres clubs de Sopot, réputés pour leur vie nocturne animée. Avant d'aller dans les clubs, ils ont fait un premier arrêt sur le terrain de la propriété de la grand-mère de Paweł. Là, le groupe a acheté environ 2 litres de diverses boissons alcoolisées à consommer au cours de la soirée. C'est là qu'a eu lieu la première dispute significative de la nuit. Paweł montrait un intérêt romantique explicite et insistant envers Iwona, faisant des avances qui la mettaient clairement mal à l'aise et l'agaçaient. La jeune femme a clairement fait savoir qu'il ne l'intéressait pas romantiquement, ce qui a créé une atmosphère tendue dans le groupe qui persisterait toute la nuit. À minuit, le groupe a pris un taxi pour le club Mandarinka, où ils sont restés moins d'1 heure. Avant 1h du matin, ils en sont partis pour se rendre au Dream Club, l'un des établissements nocturnes les plus connus et populaires de Sopot. Un détail important et par la suite controversé. Bien que l'entrée au Dream Club soit officiellement réservée aux plus de 21 ans, les videurs, agents de sécurité, ont laissé entrer à la fois Iwona, 19 ans, et Adria, 17 ans. Ce détail fera plus tard l'objet de nombreuses discussions publiques et même d'une enquête légale sur la responsabilité de l'établissement. Les derniers événements. À l'intérieur du club, la tension persistait. Il y eut une autre dispute plus intense entre les membres du groupe. Iwona, apparemment frustrée par toute cette situation inconfortable, a quitté le club vers 2h50 du matin, mais a été convaincue par ses amis d'y retourner temporairement.
Cependant, à 2h50, elle est partie définitivement déterminée et a commencé à marcher seule en direction de son domicile à Gdańsk. Points temporels absolument cruciaux pour l'enquête. 3h49. Le téléphone portable d'Iwona est complètement déchargé, perdant la connexion au réseau. 4h12. C'est peut-être le moment le plus crucial de toute l'enquête qui s'ensuivra. Des caméras de sécurité ont capturé et enregistré Iwona pour la dernière fois. Elle a été filmée marchant seule à proximité de l'établissement Bakovka, près de l'entrée de la plage numéro 63 à Sopo. Elle marchait en direction de chez elle. Après ce moment enregistré à 4h12 du matin, Iwona Wieczorek s'est tout simplement volatilisée sans laisser la moindre trace vérifiable. Elle s'est littéralement évaporée. L'enquête interminable. La famille d'Iwona a remarqué son absence inquiétante le lendemain matin lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle et n'a répondu à aucune tentative de contact. Comme dans le cas d'Alexandra, le détective Krzysztof Rutkowski s'est impliqué personnellement et profondément, mais l'ampleur de l'affaire Iwona allait être significativement plus grande. Il a initialement offert une récompense substantielle, dans ce cas commençant à 100 000 zloty, qui a ensuite été augmentée à la somme impressionnante de 200 000 zloty pour des informations menant à la localisation d'Iwona ou de son corps. La famille a également offert des récompenses supplémentaires significatives, reflétant leur désespoir absolu et leur engagement total à trouver des réponses. Le journaliste d'investigation Janusz Szostak, qui est malheureusement décédé en 2021 sans voir l'affaire résolue, ce qui l'a tourmenté jusqu'à ses derniers jours, a consacré plus d'une décennie de sa vie professionnelle à cette affaire. Il a travaillé de manière obsessionnelle, écrivant 2 livres méticuleusement documentés. Qu'est-il arrivé à Iwona Wieczorek et plus tard, Qui a tué Iwona Wieczorek, chacun présentant des analyses minutieuses de chaque aspect de l'affaire, des théories détaillées basées sur une enquête journalistique approfondie et des révélations d'informations qui n'étaient pas connues du grand public. Szostak a fondé l'organisation à but non lucratif Natrilia, Ponice do Kłębka, spécifiquement dédiée à la recherche de personnes disparues et à l'aide aux familles dévastées dans des situations similaires, transformant sa passion pour l'affaire Iwona en une mission plus large d'aide sociale. Szostak a méticuleusement documenté un appel téléphonique particulièrement choquant et troublant que la mère d'Iwona, qui s'appelle également Iwona Wieczorek, a reçu d'une femme totalement inconnue. L'interlocutrice anonyme a spécifiquement suggéré qu'un prêtre de la paroisse locale pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition de la jeune Iwona. La police a pris cette piste très au sérieux, a enquêté de manière approfondie, a interrogé le prêtre mentionné, a vérifié méticuleusement ses alibis pour cette nuit-là, mais n'a trouvé aucune preuve concrète de son implication. Comme tant d'autres pistes frustrantes dans cette affaire interminable, celle-ci n'a non plus mené à rien de concluant. Les recherches approfondies au fil des ans. La mère d'Iwona, tout comme les parents d'Alexandra, a souligné à maintes reprises dans d'innombrables interviews au fil des ans la relation exceptionnellement proche qu'elle entretenait avec sa fille. Elle me racontait tout. Nous partagions nos rêves, nos peurs, nos inquiétudes les plus intimes. Iwona avait des projets très spécifiques et ambitieux pour son avenir. Elle n'aurait jamais disparu volontairement, a déclaré la mère à plusieurs reprises. La jeune Iwona était confiante. Elle était en 2e année de pédagogie à l'université et prévoyait de consacrer sa carrière à travailler avec les enfants. Elle avait un petit ami avec qui elle entretenait une relation stable et heureuse. Selon tous ceux qui la connaissaient, elle avait des projets ambitieux et concrets pour l'avenir, rendant une fugue volontaire complètement improbable et contraire à son caractère. Les recherches pour retrouver Iwona ont été intermittentes, mais extraordinairement étendues sur plus d'une décennie, mobilisant des ressources impressionnantes. 2010-2012, recherches initiales intensives, ratissage systématique des plages sur des kilomètres de littoral, plongeurs spécialisés examinant à plusieurs reprises la mer Baltique, chiens renifleurs parcourant tous les itinéraires possibles qu'elle aurait pu emprunter, hélicoptères équipés de caméras thermiques de pointe, analyse exhaustive de centaines d'heures d'enregistrement de caméras de sécurité. 2017, opération à Jelitkovo. Une opération de recherche massive à grande échelle a été menée dans le district de Jelitkovo à Gdynia. À l'aide d'équipements de détection hautement spécialisés, des équipes d'enquêteurs ont méticuleusement fouillé le parc Reagan et toutes les zones adjacentes. Des géoradars, radars à pénétration de sol, ont été utilisés pour détecter d'éventuelles perturbations ou anomalies dans le sol pouvant indiquer un enterrement
ou la dissimulation d'un corps. Rien n'a été trouvé. Quelques mois plus tard, toujours en 2017, une autre opération tout aussi massive a été menée, cette fois axée sur le parc paysager de la Tricité, se concentrant sur des zones forestières plus reculées et difficiles d'accès. Des équipes spécialisées avec des chiens dressés, des drones équipés de caméras haute résolution et de technologies de détection thermique ont systématiquement couvert des kilomètres carrés de terrain difficiles et densément boisés. Encore une fois, de manière frustrante, sans aucun résultat concret. Mars 2020, le terrain de la grand-mère de Paweł. Ce fut l'une des opérations les plus controversées, largement médiatisées et suivies par les médias nationaux. La police a obtenu des mandats judiciaires spécifiques pour effectuer des fouilles approfondies sur le terrain de la propriété de la rue Reja à Sopot, exactement là où Iwona et ses amis s'étaient retrouvés avant d'aller dans les clubs cette nuit fatidique. Pendant plusieurs jours intenses, les enquêteurs de la police scientifique ont littéralement examiné chaque centimètre carré du terrain. Des fouilles profondes ont été menées à plusieurs endroits, jugés suspects ou pertinents. Des restes de vêtements et des fragments de tissus ont été trouvés enterrés, suscitant l'espoir et l'horreur simultanée que ces vêtements puissent appartenir à Iwona. Des analyses médico-légales complètes et détaillées ont été immédiatement effectuées dans des laboratoires spécialisés. Le résultat fut dévastateur. Les vêtements n'avaient absolument aucun lien avec Iwona Wieczorek ou sa disparition. Il s'agissait simplement de vieux vêtements qui avaient été jetés et enterrés sur le terrain des années auparavant, une pratique apparemment courante dans les propriétés rurales polonaises de l'époque. Décembre 2022, inculpation formelle. Dans un développement significatif et largement rapporté, Paweł, l'un des jeunes hommes qui était avec Iwona cette nuit fatidique et qui lui portait un intérêt romantique, a été formellement inculpé d'obstruction à la justice. Les accusations spécifiques incluent la destruction délibérée de preuves potentiellement cruciales, le retrait de preuves de la scène, la fourniture d'informations fausses ou délibérément trompeuses lors des interrogatoires de police et la tentative active de détourner l'enquête. Il est important de souligner que Paweł n'a pas été accusé d'implication directe dans la disparition ou dans un quelconque acte de violence contre Iwona. Les accusations portent spécifiquement et exclusivement sur l'entrave au processus d'enquête. L'affaire est toujours en cours devant le système judiciaire polonais. Enquête actuelle et statut de l'affaire. L'affaire est actuellement sous la juridiction spécialisée du département régional de Małopolska pour le crime organisé et la corruption à Cracovie, connu familièrement et populairement sous le nom de Archiwum X, les X-Files polonais, une référence à la série télévisée, mais représentant une unité réelle qui traite exclusivement des affaires les plus complexes, difficiles et médiatisées du pays. Statistique impressionnante de l'enquête sur 13 ans, plus de 600 témoins ont été formellement interrogés et leurs dépositions enregistrées. Plus de 15 hypothèses principales distinctes ont été examinées en profondeur. Des dizaines de milliers d'heures de travail d'enquête dévouées ont été investies. Utilisation intensive de techniques médico-légales avancées de dernière génération, y compris des analyses ADN avec les technologies les plus récentes. Consultation avec des experts internationaux reconnus dans les cas de personnes disparues. Et pourtant, après 13 années complètes d'enquêtes dévouées et intensives, il n'y a pas de réponse définitive sur ce qui est réellement arrivé à Iwona Wieczorek ce matin-là de juillet. Pourquoi ces affaires captivent-elles l'imagination du public? L'affaire Iwona Wieczorek a transcendé la simple enquête criminelle pour devenir un véritable phénomène culturel polonais. L'affaire a mobilisé et continue de mobiliser des milliers de personnes pour plusieurs raisons profondes et interdépendantes. Liens personnels et géographiques. Les résidents de la région de la Tricité ressentent une connexion personnelle, viscérale et directe avec l'affaire. Sopot est une destination touristique extrêmement populaire. Des millions de Polonais visitent la ville chaque été. Beaucoup ont été dans ces mêmes clubs, ont marché dans ces mêmes rues la nuit, se sont amusés sur ces mêmes plages. Il y a un sentiment troublant et incontournable que cela aurait pu m'arriver à moi ou à quelqu'un que j'aime. Fascination pour les énigmes criminelles. La société polonaise, comme beaucoup d'autres, éprouve une fascination intense pour les mystères criminels non résolus, en particulier ceux qui défient les explications logiques et conventionnelles. Le mystère absolu. La disparition complète d'Iwona défie toute logique et compréhension rationnelle. À l'ère moderne des caméras de sécurité quasi omniprésentes, des téléphones portables avec GPS,
de la technologie de suivi avancée et de la surveillance constante dans les espaces publics, il est presque inconcevable que quelqu'un puisse simplement s'évaporer, sans laisser une seule trace vérifiable ou un indice concret. Théorie du complot et crime organisé. La légende urbaine qui s'est développée autour de la pègre, le milieu criminel de la Tricité, alimente des spéculations constantes. Le scandale de la Sopotart Bay, une affaire complexe de corruption impliquant de puissantes figures du milieu local révélées plus tard, a ajouté des couches de suspicion sur une possible dissimulation ou l'implication de réseaux criminels organisés. Présence médiatique constante. La mère d'Iwona a été une présence constante et courageuse dans les médias pendant 13 ans. Sa douleur visible, sa détermination inébranlable et son refus absolu d'abandonner la recherche de réponses touchent profondément le public polonais et maintiennent l'affaire vivante dans la conscience collective. Forums en ligne et communautés numériques. Des forums en ligne dédiés exclusivement à Iwona comptent un nombre impressionnant de 25 000 utilisateurs activement enregistrés, avec des milliers de personnes suivant chaque nouveau développement de l'affaire, partageant des théories élaborées, analysant les preuves publiquement disponibles et débattant passionnément de chaque aspect de l'enquête. Cette communauté numérique maintient constamment l'affaire au cœur des discussions. Représentation des peurs universelles. L'affaire représente des peurs sociales profondément enracinées, en particulier chez les jeunes femmes et leurs parents inquiets, concernant la vulnérabilité personnelle, le danger dans des espaces apparemment sûrs et la terrifiante fragilité de la sécurité personnelle même dans des environnements publics animés. La mère d'Iwona a exprimé à plusieurs reprises, dans des interviews émouvantes, qu'elle ne perd pas et refuse de perdre l'espoir de découvrir enfin ce qui est arrivé à sa fille le 16 juillet 2010. Tant qu'il n'y aura pas de preuve définitive de sa mort, je continuerai à croire que ma fille peut être retrouvée. Des cas de personnes disparues ont été résolus après 20, 30 ans. Je n'abandonnerai jamais, a-t-elle déclaré à de multiples occasions. Leçons, réflexion et sensibilisation. Tant le cas tragique d'Alexandra que le mystère interminable d'Iwona sont des tragédies humaines dévastatrices qui transcendent les froides statistiques. Ce que nous pouvons et devons faire maintenant, c'est accroître considérablement la sensibilisation à de tels cas, diffuser des informations préventives et surtout alerter les jeunes, en particulier les femmes, sur les précautions essentielles de sécurité personnelle. Recommandations de sécurité pratiques. Pour les jeunes, en particulier les femmes, ne marchez jamais seuls la nuit ou au petit matin, même dans des zones qui semblent totalement sûres et familières. La perception de la sécurité peut être trompeuse. Si cela est absolument nécessaire, utilisez toujours des services de taxi fiables ou des applications de VTC vérifiées. Restez en contact constant et vérifiable avec des amis proches ou votre famille. Informez toujours de vos plans spécifiques, de votre emplacement actuel et de votre heure de retour prévue. Faites profondément confiance à votre instinct. Si une situation, une personne ou un environnement vous semble suspect ou inconfortable, partez immédiatement sans hésitation ni sentiment de culpabilité sociale. Gardez votre téléphone portable toujours chargé. Envisagez sérieusement d'emporter une batterie externe, power bank, lorsque vous sortez le soir pour des événements sociaux. Évitez de vous isoler lorsque vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de substances. L'alcool et les drogues compromettent gravement le jugement, la capacité de réaction et l'évaluation du danger. Restez toujours avec des amis de confiance. Pour les familles et les proches, agissez rapidement et de manière décisive si quelqu'un disparaît et que cela est totalement contraire à son caractère habituel. Ne suivez pas le mythe des 24 heures. Signalez-le immédiatement si la situation semble réellement préoccupante. Préservez toutes les preuves possibles dans l'environnement de la personne. Ne retournez pas la chambre, ne touchez pas aux ordinateurs ou aux effets personnels avant que la police ne les examine professionnellement. Documentez tout méticuleusement. Conservez des photos récentes de haute qualité, des descriptions physiques détaillées, une liste complète des amis et contacts, l'historique d'activités sur les réseaux sociaux. Utilisez les médias de manière stratégique. Les affaires bénéficiant d'une large couverture médiatique coordonnée ont statistiquement plus de chances de générer des pistes valables de la part de témoins. Contexte social plus large. Ces cas douloureux mettent en lumière des besoins sociaux urgents. Un meilleur éclairage public dans toutes les zones urbaines, une installation plus large de systèmes de caméras de sécurité dans les espaces publics, en équilibrant vie privée et sécurité, le développement d'applications de sécurité personnelle avec partage de localisation en temps réel, et fondamentalement, une formation policière améliorée
et des protocoles plus efficaces pour les cas de personnes qui disparues dans les premières heures critiques. Les défaillances initiales documentées dans l'enquête sur Iwona, retard dans le début des recherches, contamination de preuves potentielles, échec à préserver adéquatement la scène et les itinéraires pertinents, soulignent de manière spectaculaire la nécessité de protocoles d'enquête meilleurs et plus agiles. Message final et ressources. Bientôt, 13 ans se seront écoulés depuis la mystérieuse disparition d'Iwona Wieczorek. Le corps d'Alexandra a été retrouvé il y a plus de 8 ans. Les deux familles poursuivent leur parcours personnel de douleur indescriptible. Une famille cherchant toujours désespérément la moindre réponse, l'autre cherchant une forme de paix avec une réponse dévastatrice. Nous ne devrions pas et ne pouvons pas perdre l'espoir collectif. L'histoire est remplie de cas documentés et vérifiés de personnes disparues, retrouvées vivantes, après plus de 2 décennies d'absence. Des cas d'identification de restes mortels des décennies après les disparitions se produisent également, apportant au moins une forme de clôture douloureuse, mais nécessaire aux familles dévastées. Pour ceux qui souhaitent véritablement approfondir l'affaire complexe d'Iwona Wieczorek et comprendre toutes les nuances de l'enquête, le documentaire complet en 3 épisodes est disponible sur la plateforme Viaplay. La série offre l'analyse la plus complète et professionnelle jamais produite sur cette affaire qui continue de hanter la Pologne. La plateforme propose également de nombreuses autres excellentes productions de true crime, dont Secret des meurtres polonais, une série documentaire sur des affaires criminelles historiques fascinantes de Pologne, et de nombreux documentaires internationaux acclamés dans la catégorie des enquêtes criminelles. Statistiques. Finale pour le contexte. Statistiques nationales actuelles. Chaque jour en Pologne, en moyenne 31 cas de disparition sont signalés aux autorités policières. Cela représente plus de 11 000 cas par an au total. Actuellement, 2418 personnes sont officiellement portées disparues dans le système national d'information de la police, chaque chiffre représentant une famille brisée, vivant dans les limbes torturants de l'incertitude absolue. Environ 3000 personnes disparaissent définitivement chaque année en Pologne à la suite directe de crimes graves, homicides, enlèvements, suicides et autres incidents criminels. Ces chiffres ne sont pas seulement de froides statistiques, ce sont des vies humaines, des rêves interrompus, des avenirs volés, des familles dévastées à jamais. En mémoire, il est absolument fondamental de se souvenir que derrière toutes les statistiques, les théories élaborées, les enquêtes techniques et les discussions médico-légales, il y a de vraies personnes avec de vraies histoires. Alexandra Maliszewska était bien plus qu'une étudiante en pharmacie de Łódź. Elle était une fille profondément aimée, une petite amie dévouée et attentionnée, une amie loyale et digne de confiance. Elle avait des rêves spécifiques et ambitieux, des peurs communes et des espoirs brillants. Elle aimait la musique, appréciait les longues promenades contemplatives, rêvait de travailler dans une pharmacie hospitalière où elle pourrait authentiquement faire une différence tangible dans la vie des patients les plus vulnérables. Elle n'aura jamais l'opportunité de réaliser ses beaux rêves. Sa vie a été tragiquement interrompue à l'âge de 25 ans. Iwona Wieczorek était une jeune femme extraordinairement pleine de vie avec absolument toute la vie devant elle. Profondément passionnée par les enfants et l'éducation, elle voulait être une enseignante dévouée, faire une différence réelle et durable dans l'éducation et la formation des jeunes. Elle avait un sens de l'humour contagieux, qui illuminait les pièces, était inconditionnellement loyale envers ses amis proches, tenait un journal intime où elle écrivait ses pensées les plus profondes et intimes. Ce journal a été lu plus tard par sa mère, après la disparition, révélant une jeune femme tout à fait normale, authentiquement heureuse, sans secret sombre ni problème psychologique significatif. Son sort reste un mystère angoissant. Nous ne pouvons pas ramener ces 2 jeunes femmes extraordinaires à la vie, mais nous pouvons et devons honorer leur mémoire en gardant leurs histoires vivantes dans la conscience publique, en tirant les leçons cruciales de ces tragédies dévastatrices et en travaillant collectivement en tant que société pour protéger d'autres jeunes femmes de destins tout aussi tragiques. Si vous possédez la moindre information, aussi minime qu'elle puisse paraître, sur n'importe quel cas de personnes disparues, veuillez contacter immédiatement les autorités compétentes. Cette petite information que vous pourriez considérer comme insignifiante ou non pertinente pourrait être exactement la pièce critique manquante du puzzle de l'enquête. Qu'elles reposent toutes les deux en paix éternelle. Que leurs familles trouvent une forme de force pour continuer à vivre. Puissions-nous ne jamais oublier leurs histoires et ce qu'elles nous enseignent sur la vulnérabilité, la prudence et la valeur précieuse de chaque vie humaine.